Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée et très heureuse d'accueillir pour ce 14e webinaire du cabinet Hugues-Lepage deux fortes personnalités qui sont aussi deux amies, en dehors de Andrea Marti, avec lequel j'ai la chance de travailler. Mon amie Myriam Maestroni, présidente de 5T, Fondation E5T, présidente d'économie d'énergie. Elle expliquera tout à l'heure ce qu'est économie d'énergie, avec laquelle nous travaillons depuis de longues années sur ces sujets de sobriété, et également mon ami Raphaël Borouman, enseignant-chercheur, docteur en économie, qui est un des spécialistes des questions d'économie d'énergie, du monde de l'économie de l'énergie, pas d'économie d'énergie seulement. Voilà, donc on va avoir un webinaire, je ne doute pas, absolument passionnant, parce que ce sont deux très bons orateurs et deux personnalités très compétentes auxquelles s'ajoute Andrea qui, chez nous, suit toutes les questions énergétiques. Donc, je suis sûre que vous serez absolument passionnés, que vous aurez plein de questions à poser après. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Raphaël Borouman. Je m'éclipse, mais je vous écoute et je reviendrai pour la conclusion. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, si vous permettez, j'aimerais commencer un peu par un panorama un peu général de ce qui se passe actuellement et des liens entre économie et climat. C'est pas mal que l'économie, le climat soit revenu, notamment avec la Convention citoyenne, dans le débat public, parce que relancer l'économie sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, sans relance climatique, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que si on essaye de relancer l'économie après le confinement et la crise du coronavirus en essayant simplement d'avoir une sorte de rattrapage des pertes de points de PIB, ça n'aurait pas de sens parce qu'il faudrait mobiliser plutôt le climat pour l'économie et voir comment l'économie peut servir le climat. C'est-à-dire qu'on a bien compris que si on n'avait pas une vision écosystémique du monde, ça ne fonctionnerait plus et qu'il y a une sorte de rendement caché dans une relance climatique, c'est-à-dire dans une relance économique qui serait bas carbone et qui mobiliserait les investissements climat, les investissements dans la sobriété énergétique et plus largement qui s'inscrivent dans la transition énergétique. Et ce rendement caché, c'est le fait que ça nous mettra à l'abri des crises climatiques futures qui, si on ne les neutralise pas, ne permettront pas d'avoir une économie qui soit résiliente au changement climatique. Alors là, la Convention citoyenne vient de se clore. Il y a des propositions qui sont intéressantes, mais il y a des éléments clés qui n'ont pas été présentés, qui n'ont pas été mentionnés même. Et c'est vrai que si on veut sortir un peu du cadre actuel où on a en gros 3/4 de l'énergie mondiale qui est fossile et 2/3 de l'électricité mondiale qui est également d'origine fossile, il faut un changement complet des instruments économiques et du type du mode de consommation et de production. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas des leviers pour faire en sorte qu'on puisse complètement décarboner l'économie, on va exploser ce qu'on appelle le budget carbone de la planète, qui est évalué à 2900 milliards de tonnes de CO2 et dont on a déjà utilisé 80%, à savoir 2300 milliards de tonnes de CO2. Quand on raisonne climat, il faut raisonner un monde, un minima Europe, mais monde, puisque le climat, c'est un bien public mondial. La France représente environ 1% des émissions de CO2, donc tout ce qu'on fera en France sera très bien, mais sera nécessairement insuffisant si on n'a pas une vision qui est plus globale. Alors pour ça, on dispose de plusieurs instruments pour, comme on pourrait dire, écologiser l'économie, puisque vous l'aurez bien compris, il n'y a aucune opposition entre écologie et économie, ni d'ailleurs vraiment, si on utilise les bons instruments, entre écologie et industrie. C'est-à-dire que la crise actuelle, elle a mis en perspective le fait que l'absence d'anticipation, de politique industrielle ou l'excès de centralisation pouvait complètement bloquer l'économie et entraîner une chute brutale de l'offre et de la demande. Donc il faut bien avoir une vision qui puisse anticiper les choses. Et pour ça, il faut mettre en place des outils. Il y a un outil qui a été très mal utilisé en France, qui est complètement dans l'impasse maintenant, qui est la taxe carbone. Pourquoi est-ce qu'elle a été mal utilisée? Parce que ça a été perçu comme un rendement, comme un impôt supplémentaire. C'est-à-dire que ça s'est inscrit dans une logique de rendement budgétaire et pas dans une logique de rendement, entre guillemets, environnemental. Donc le problème, c'est qu'on a essayé de mettre en place un mécanisme, on l'a mal fait, maintenant c'est gelé, et donc on n'a plus le droit d'en parler. Mais moi je pense que l'occasion de cette relance économique,
c'est une occasion de redémarrer l'économie autrement. Pour redémarrer l'économie autrement, il faut une fiscalité climat qui puisse aiguiller les comportements de consommation et de production, mais sans qu'il y ait une hausse globale de la fiscalité en France. Ça veut dire qu'on ne peut mettre en place une taxe carbone que si on baisse d'autres impôts. L'idée, c'est que ça puisse avoir un impact qui soit neutre sur les prélèvements obligatoires, voire idéalement qu'il baisse le niveau des prélèvements obligatoires, puisque la France est un pays très fiscalisé. Donc, il ne faut pas comprendre la taxe carbone comme un impôt en plus, il faut le comprendre comme un moyen de verdir une fiscalité. Et donc, pour ça, il faut baisser d'autres impôts, ce qui n'a pas été fait en France. D'autres impôts pour les ménages, d'autres impôts pour les entreprises. Pourquoi? Parce que la transition énergétique, c'est un concept un peu à géométrie variable. Donc, chacun comprend un peu ce qu'il veut. On verra aussi avec Mariam que c'est sûrement le cas de la sobriété énergétique. Et donc, une transition énergétique réussie, c'est une transition énergétique évidemment qui conduit à une transition bas carbone et à une économie résiliente au changement climatique, mais c'est aussi une transition qui n'impacte pas le pouvoir d'achat des citoyens et la compétitivité industrielle de la France. Parce qu'avoir une économie bas carbone avec un pouvoir d'achat très faible des citoyens et une industrie inexistante, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, c'est là qu'il faut comprendre comment on peut combiner économie et écologie. Et donc, si vous mettez en place une taxe carbone qui tienne compte de l'évolution du prix du pétrole, qui entraîne la baisse d'autres impôts ou de cotisations pour les entreprises, vous suivez l'exemple de pays comme la Suède, comme la Suisse, le Québec, la Colombie-Britannique, ou la Suède, ou la Californie, où ils ont réussi à avoir des résultats économiques et écologiques. Donc, le titre du séminaire qui est sobriété énergétique, bon pour le climat, bon pour l'économie, oui. C'est-à-dire que tout élément qui puisse favoriser la transition énergétique est bon pour le climat et pour l'économie. Et donc, des outils qui sont indispensables pour ça, parmi eux, il y a un instrument économique qui existe dans beaucoup d'endroits dans le monde, qui est donc la tarification du carbone, qui existe à peu près, qui concerne à peu près 50% du PIB mondial et qui pourrait en France permettre de changer les comportements en envoyant un bon signal prix. Et pour ça, il faut que ça concerne tous les secteurs. Il faut qu'il n'y ait pas de niche ou d'exemption fiscale qui puisse concerner l'aérien ou par exemple le maritime. Sinon, ça va concerner uniquement les automobilistes et là, effectivement, c'est injuste. Ça ne peut marcher que si c'est progressif, redistributif, concerté et visible en termes de réutilisation de la ressource fiscale. C'est-à-dire que pour mettre en place une taxe carbone, il faut savoir à quoi ça sert. Et vous ne pouvez pas en mettre 100% dans la transition énergétique. Pourquoi? Parce que d'une part, ça voudrait dire que ce serait un impôt nouveau, et d'autre part, parce que dans la logique fiscale française, il n'y a pas de préaffectation. Donc, il faudrait qu'il y ait une partie pour la transition énergétique, évidemment, et l'autre pour l'utiliser pour baisser d'autres impôts, voire verser des primes aux ménages qui sont dans les situations les plus difficiles, une sorte de prime écologique qui n'ont rien à voir avec le chèque énergie. Pourquoi? Parce que le chèque énergie, c'est un peu comme un bon d'achat. C'est-à-dire que le chèque énergie, déjà, il n'incite pas à diminuer sa consommation énergétique. Et en plus, il peut être utilisé pour du chauffage au fioul. Et puis, quand on regarde les hausses de prix de l'électricité en France sur les 2 dernières années, un chèque en gros de 200 € est absorbé par 2 hausses de prix. Donc, ce n'est pas avec un chèque énergie qu'on ira très loin. C'est plutôt avec une sorte de prime écologique qui pourrait compenser le paiement de la taxe carbone pour les ménages les plus défavorisés. Je ne sais pas s'il me reste du temps encore, Andrea, pour continuer ou s'il faut. Oui, vous pouvez continuer. Alors, deuxième levier important, c'est ce qu'on appelle la finance verte, ou moi je préfère dire la finance dépolluée. C'est-à-dire que là, on a une occasion unique en France comme en Europe de relancer l'économie avec des investissements dans des infrastructures vertes. L'idée, ce n'est pas de débattre sur la décroissance ou le mot à la mode maintenant, c'est accroissance. L'idée, c'est plutôt de casser le lien entre croissance et émissions de CO2. Parce que la croissance en tant que telle, si c'est une croissance verte, elle ne pose pas de problème. Elle a même plusieurs avantages. Elle a permis de sortir de la pauvreté de nombreux ménages dans le monde. Donc l'idée, ce n'est pas de stigmatiser la croissance, c'est de stigmatiser les émissions de CO2 et une croissance qui serait défavorable au climat. Donc si vous mettez en place des mécanismes de finance verte, vous allez pouvoir investir dans la transition énergétique. Et en gros, on a besoin de 60 000 milliards de dollars d'investissement au niveau mondial. Ça peut paraître énorme, mais si vous regardez le marché des obligations mondiales, il représente le double de cette somme.
Donc, si les obligations allaient vers des infrastructures vertes, on a largement de quoi financer la transition énergétique dans le monde. Donc, le problème n'est pas un problème de ressources, c'est un problème d'allocation des ressources. Puisque si vous regardez le marché de ce qu'on appelle les obligations vertes, il ne représente que 2 à 3% des obligations financières dans le monde. Donc, on est sur un marché de niche, il suffirait de le développer. Et pour le développer, il faut rendre attractifs les investissements verts. Et pour les rendre attractifs, il faut une taxe carbone qui puisse rendre moins compétitifs des énergies comme le charbon ou le pétrole, puisque les gens ne cherchent pas à investir ou les entreprises pour polluer. Personne ne cherche, à mon avis, à polluer. C'est qu'ils estiment que c'est plus rentable de le faire. Donc, il y a un problème d'effet de levier qui fait que les investissements polluants sont malheureusement plus rentables encore aujourd'hui. Et si en plus vous rajoutez la subvention aux énergies fossiles, alors là c'est encore pire puisque c'est comme s'il y avait un prix négatif du CO2. Donc il faut absolument supprimer ces énergies, subventions aux énergies fossiles, en gros 400 millions de dollars à peu près par an, et développer donc la finance verte à travers les obligations vertes et les prêts verts. D'ailleurs, la France est assez bien positionnée là-dessus. Et puis quand vous regardez un peu les mesures de la Convention citoyenne, vous voyez que le coût net il est inférieur à 10 milliards d'euros. Indépendamment des 15 milliards que le président veut réinjecter dans la transition énergétique, on est à moins de 10 milliards, donc moins d'1% du PIB. Donc le problème, il n'est vraiment pas un problème de ressources, mais d'allocation de ressources. Et un exemple vraiment très significatif de ce qu'on pourrait faire, et Myriam connaît notamment très bien ces sujets, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, puisque ça coche toutes les cases. Ça permet non seulement de réduire la précarité énergétique qui concerne à minima 5 millions de citoyens en France et un citoyen européen sur 7. Ça permet de diminuer la consommation d'énergie fortement. Quand vous regardez entre 2009 et 2016, on a baissé que de 1% les émissions de CO2 du secteur du bâtiment en France. Donc il y a un levier qui est énorme, sachant que le secteur du bâtiment, en gros, c'est 43% de la consommation d'énergie en France et 25% des émissions de CO2. Et en plus, ça permet de développer des emplois non délocalisables. Donc là, vous avez un levier qui permet d'améliorer, de réduire considérablement la consommation d'énergie, puisqu'il y a une phrase très connue qui est citée à peu près à chaque table ronde, c'est que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc je la cite également aujourd'hui. Moi, je ne la cite pas toujours, je le fais aujourd'hui. Et donc, c'est un moyen de se dire qu'en plus, vous améliorez la santé des gens qui habitent dans les passoires énergétiques. Et on voit bien qu'il y a un lien entre santé, pollution de l'air, crise climatique et situation économique. Donc, il ne faut pas dissocier écologie, économie et questions sanitaires. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire que là, il faut relayer le climat au second plan. En gros, il nous reste une quinzaine d'années et on a les outils pour agir. Et je pense que là, c'est l'occasion de redémarrer l'économie autrement pour avoir des investissements et des budgets verts, c'est-à-dire qui puissent garantir ce qu'on appelle en France la stratégie nationale bas carbone 2050, donc des objectifs secteur par secteur de résilience au changement climatique. Alors peut-être, Andrea, que je peux m'arrêter là pour laisser Myriam ou vous continuer pour l'instant. Très bien, merci beaucoup. Oui, effectivement, tout est lié entre la pollution, enfin, entre l'économie, l'écologie et la santé. Et effectivement, comme vous le disiez, il faut changer les comportements et c'est tout l'intérêt de la notion de la sobriété énergétique, c'est changer les comportements. Grâce à quoi, et on verra aussi avec Myriam Mastroianni, c'est l'efficacité énergétique d'une part et de l'autre le développement des énergies renouvelables. Donc effectivement, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Je voudrais juste peut-être revenir sur un premier constat et sur la définition même de cette notion de sobriété qui est souvent mal comprise et peut-être confondue avec l'efficacité énergétique. Et donc, en fait, la transition énergétique, on a trois axes. Le premier, évidemment, le développement des énergies renouvelables. Le deuxième, l'efficacité énergétique, qui va qualifier la performance d'un objet ou d'un système pour fournir un service en termes de consommation d'énergie. Si on a une ampoule à LED, par exemple, pardon, celle-ci elle a une meilleure efficacité énergétique qu'une ampoule à incandescence. Au niveau d'un éclairage identique, elle va moins consommer. Ça, c'est l'efficacité énergétique. D'autre part, on a enfin, en troisième axe, la sobriété énergétique, qui a, elle, pour objet de faire baisser la consommation énergétique, mais par une autre voie, ça concerne le comportement des consommateurs. Pour l'éclairage, par exemple, c'est plus au niveau de la technicité, enfin de la
performance de l'ampoule, mais ça va plutôt être ne pas laisser les pièces vides éclairées, éviter de laisser des appareils en veille de façon systématique. C'est ça la sobriété, c'est changer le comportement. On va même pouvoir parler aussi, vous parliez d'accroissance, peut-être qu'on pourra revenir aussi sur cette notion-là tout à l'heure, mais au niveau de la sobriété, on parle aussi de frugalité, c'est-à-dire d'avoir une sobriété encore plus radicale, de changer complètement nos comportements pour éviter de consommer en excès, comme on le fait aujourd'hui, l'énergie. Au niveau juridique, on n'a pas véritablement de définition de la sobriété énergétique, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau du droit français. Et c'est dommageable dans le sens où ça aurait été plutôt intéressant d'avoir un cadre déterminé pour cette notion-là et pour éviter de la confondre avec celle de l'efficacité énergétique. Donc on la retrouve évidemment incidemment dans toutes les directives, celles relatives à la promotion des énergies renouvelables qui ont été adoptées en fin 2018, mais également celles relatives à l'efficacité énergétique. Et en droit français, dès 2015, avec la loi de la transition pour une croissance verte, on a intégré dans les objectifs de la politique énergétique la maîtrise de la sobriété énergétique aux articles CL 100-2 du Code de l'énergie. Mais le constat qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, la sobriété est en retard par rapport au développement des énergies renouvelables et aux mesures prises pour l'efficacité énergétique, puisque en fait, il faudrait changer en profondeur nos modes de vie, puisque c'est changer nos comportements face à la consommation d'énergie. Et on reverra ensuite, et comme vous l'avez expliqué, Raphaël, on a notre modèle économique actuel exige davantage à chaque fois de consommation et donc d'énergie. C'est en ce sens-là qu'on a un retard par rapport à la sobriété énergétique, par rapport à l'efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables. Deuxième point important, il y a quand même de nombreux domaines d'application de la sobriété énergétique. Vous l'avez dit tout à l'heure, le bâtiment est une mine d'or pour changer nos comportements au niveau de notre consommation énergétique, stabiliser le nombre de personnes par logement, diminuer la proportion de maisons individuelles, stabiliser la taille des logements, mutualiser certains espaces comme les chambres d'amis, la buanderie. En fait, c'est vraiment un changement de comportement profond dans nos habitudes quotidiennes. Au niveau de l'agriculture, c'est une alimentation qui est évidemment plus végétale, un recul du gaspillage alimentaire également. Dans l'industrie, évidemment, il faut arrêter de subventionner les industries fossiles, mais il faut aussi allonger la durée de vie des objets. On part plus sur réutiliser, réparer, mutualiser, plutôt que sur une obsolescence programmée de chacun de nos outils et nos objets. Les transports, et vous parliez de la Convention citoyenne, très intéressant parce qu'ils ont voulu diminuer la vitesse sur les autoroutes pour passer de 110 km/h au lieu de 130 km/h. Et on parle toujours d'une mesure qui donnerait plus de sécurité sur les autoroutes ou qui baisserait l'économie parce qu'on mettrait plus de temps pour aller d'un point A à un point B. Mais c'est surtout une mesure très environnementale puisqu'on va baisser les émissions de gaz à effet de serre et on va aussi faire des économies sur le prix du carburant puisqu'on diminue notre vitesse. Donc ça, c'était une mesure phare pour la sobriété qui n'a pas été retenue par le président de la République, malheureusement pour l'instant, mais c'est une mesure essentielle pour la sobriété énergétique. On peut citer au niveau juridique 3 exemples quand même. C'est le premier, c'est un arrêté du 27 décembre 2018 sur l'extinction des enseignes des publicités lumineuses, puisque en fait, à quoi ça sert d'allumer nos magasins la nuit alors qu'ils sont fermés? Malheureusement, ça ne s'applique pas à l'ensemble, aux villes de plus de 800 000 habitants, où là, un arrêté municipal spécifique est adopté pour chaque ville. Mais on le voit encore à Paris, il y a encore de nombreuses enseignes lumineuses complètement allumées la nuit, alors que c'est complètement inutile. Là, c'est vraiment un changement de comportement qui est nécessaire au nom de la sobriété énergétique. Et
Vous avez cité la tarification carbone, évidemment, c'est une grande absence, à notre sens également, dans la Convention citoyenne. Et le troisième exemple qu'on peut noter, c'est l'effacement énergétique, qui est prévu par le Code de l'énergie aux articles L271-1 et suivants du Code de l'énergie. Et l'effacement de l'électricité, ça désigne l'action de réduire temporairement la consommation électrique par un industriel, mais aussi par un particulier, via directement soit le fournisseur, soit un opérateur d'effacement qui va gérer les interactions entre la demande et la fourniture d'électricité pour influer sur le réseau électrique et évidemment, toujours à terme, de baisser notre consommation électrique et donc d'être plus sobre. Et enfin, troisième point important, c'est évidemment le rôle des entreprises. Comme vous avez dit, Raphaël, sur tous les moyens à leur disposition pour changer, notamment simplement grâce au télétravail. On l'a vu pendant le confinement. Ça, c'est une mesure qui tend vers la sobriété énergétique, puisque on se déplace moins, on consomme moins dans certains bâtiments collectifs, et tout ça, ça tend à la sobriété énergétique, et les entreprises se doivent de changer leur modèle de fonctionnement au nom de la sobriété énergétique. Mais les collectivités territoriales, elles aussi, ont un rôle majeur à jouer, surtout à travers la planification régionale de la transition énergétique, les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET, mais aussi les plans climat-air, territoire et énergie qu'on a développés dans nos précédents webinaires. Ce sont des moyens d'inclure la sobriété énergétique dans chaque action qu'elles vont mener au quotidien. Et on le voit à chaque fois dans les SRADET ou dans les PCAET, ce sont surtout le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui sont à chaque fois promus et développés, mais c'est toujours un peu au détriment de la sobriété énergétique. Alors certes, elles permettent de rendre une collectivité, un territoire plus sobre, mais il y a d'autres mesures qu'on pourrait prendre en compte au nom même de la sobriété, en plus de l'efficacité énergétique et évidemment du développement des énergies renouvelables. Après, vous pouvez, pour une collectivité et même pour une entreprise, le premier travail à faire, c'est élaborer une feuille de route sur la sobriété énergétique et prévoir des actions concrètes et plus à moyen terme et à long terme pour changer progressivement, parce que ça ne peut être que progressif, comme vous l'avez dit, Raphaël, et il y a aussi le problème d'équité, et je vais passer la parole à Myriam Mastroni, puisque l'efficacité énergétique, il y a un grand enjeu au niveau de la précarité de certains ménages, et il faut évidemment que les mesures qui soient adoptées soient justes. Je vous remercie. Myriam, je vous donne la parole. Merci. Alors, c'est toujours difficile d'intervenir après Raphaël et après un juriste comme vous, Andrea, mais en tout cas, j'ai quand même passé les 10 dernières années de ma vie à réfléchir à l'efficacité énergétique et ça donne un peu d'éléments et de retour de terrain aussi. Donc, la première chose que je voudrais dire, au-delà du fait d'avoir le plaisir d'intervenir sur ce sujet, c'est que je suis très contente que enfin on parle d'efficacité énergétique et donc de sobriété énergétique, mais on va le voir des 5 leviers de l'efficacité énergétique parce qu'on a encore du mal à définir ce qu'est l'efficacité énergétique, je vais y revenir, et de voir qu'on en parle à partir des clients, des citoyens, des consommateurs. Et je pense que quand on laisse la parole aux personnes qui finalement sont celles qui payent leurs factures d'énergie, eh bien, le débat avance. Ça a pris 10 ans pour arriver là parce que lorsque j'ai quitté mes fonctions dans le pétrole et dans le gaz pour créer économie d'énergie il y a 10 ans, je peux vous assurer que j'ai tout entendu et c'était quelque chose de très compliqué à cette époque-là. Et il se trouve qu'aujourd'hui, économie d'énergie qu'on a démarré donc en 2011
avec un nom qu'on avait déposé dès 2008, puisque c'était le premier site grand public sur l'énergie et l'efficacité énergétique à la base de la société. On était une petite dizaine. Aujourd'hui, Économie d'énergie, c'est 340 personnes et plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en démarrant de zéro. C'est pas si mal, donc c'est une belle réussite et ça prouve pourquoi je vous dis ça. C'est avant tout pour illustrer le fait qu'il y a du business à réaliser dans ces milieux-là. Ça en est la preuve tangible. Et je viens de céder il y a quelques mois 75% du capital au groupe La Poste, ce qui prouve, et qui était une volonté, une réflexion, ce qui prouve qu'il y a aussi de l'énergie pour rebondir et pour aller amener, embarquer des nouveaux acteurs vers ces sujets. Donc, quand on parle d'efficacité énergétique, et on le verra, ça inclut la sobriété énergétique, on est au cœur de cette nouvelle économie. Alors peut-être un mot sur la transition énergétique. Je crois qu'il y a beaucoup de façons de la définir. Vous en avez donné quelques-unes. Moi, j'ai pour habitude de dire que la transition énergétique, je n'apporte rien de nouveau, mais je crois que c'est important à l'heure où on doit embarquer un peu tout le monde, puisque c'est très nouveau ça. Hein. On a dû faire une réflexion quand on était dans l'énergie upside down, comme diraient les anglo-saxons, parce que nous avions pour habitude pendant 150 ans de réfléchir avec un paradigme qui était la sécurité et la diversité des approvisionnements, c'est-à-dire une logique d'industriel, de supply chain, de chaîne d'approvisionnement, et finalement l'idée de penser à partir du client et de remonter dans la chaîne, de lui donner ce rôle finalement non plus d'usager, mais de citoyen éco-consommateur est extrêmement nouvelle et change complètement la donne au point, je vous dis, que j'ai cédé mon entreprise à La Poste, qui n'est pas un énergéticien comme tout un chacun le sait, mais qui par contre a une relation historique de confiance avec l'ensemble des citoyens sur le territoire. Et donc, la transition énergétique, en réalité, c'est pour passer de l'ancien monde vers le nouveau monde, qui est un monde obligatoirement post-carbone que nous sommes en train de construire. Et donc, il y a deux grands enjeux majeurs. Raphaël l'a expliqué. Il faut se débarrasser et abandonner les énergies fossiles. Et je parle du charbon, du pétrole, du gaz, qui est encore pour être une énergie de transition, parce qu'il y a les questions de biogaz, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et d'aller finalement construire ce monde de post-carbone avec bien sûr l'accroissement de la part des énergies renouvelables, ou en tout cas fabriquées à partir de sources renouvelables, les moyens de stockage, puisque pour le moment, quand on parle de renouvelable, on parle surtout d'électricité, et cette électricité, il faut la stocker, donc il y a les questions de batteries, d'hydrogène, les nouveaux carburants, donc l'hydrogène peut être à la fois un moyen de stocker et être un vecteur de mobilité. Il y a bien sûr l'efficacité énergétique. J'ai écrit un bouquin entier où je parlais de l'efficacité énergétique, pilier de la transition énergétique. Et puis, il y a, si possible, cette ambition de pouvoir capturer le CO2 dans l'atmosphère. On en parle de plus en plus parce que ça ne suffira pas que de réduire nos consommations ou de passer aux énergies renouvelables. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup étonnée depuis que je m'intéresse au sujet, c'est que je vous rappelle qu'on est en train de clôturer l'ère des 3x20, pour une fois que les économistes, Raphaël, nous faisaient un peu de marketing, donc 20% de CO2 à moins, 20% d'énergie renouvelable dans le mix, 20% d'économie d'énergie, sauf que ces 3x20, c'était juste le tiercé dans le désordre, puisque ce qui arrivait à la fin de la fin, c'était l'efficacité énergétique. Or, avec un peu de bon sens, on peut bien comprendre qu'en réduisant ces consommations, on va réduire, ce n'est pas une relation un pour un, mais on va réduire les émissions de CO2 et on va bien sûr avoir à gérer un mix où la part de renouvelables mécaniquement va augmenter parce qu'on baissera la consommation globale. Et je crois qu'on est en train de revenir dans le bon ordre, de remettre les choses à l'endroit en remettant au centre ce pilier de la transition énergétique et l'efficacité énergétique. Néanmoins, comme je vous le disais, quand on doit définir l'efficacité énergétique, ben c'est simple, il y a autant de définitions que de personnes à qui vous posez la question. Moi, quand j'ai démarré dans ce milieu, on ne jurait que par les smart technologies. Donc, efficacité énergétique égale technologie égale smart technologie, tout ce qui commençait par smart, on va y revenir, smart meter, smart grid, smart machin. Bon, eh bien, ça, c'était l'efficacité énergétique. Et c'était finalement pas faux,
Mais évidemment, ça ne correspond pas à une définition satisfaisante du sujet. Donc, je me suis penchée sur la question. J'ai écrit un livre en 2013 qui s'appelle « Comprends le nouveau monde de l'énergie 2.0 », qui m'a valu des appels en me disant « t'as 1.0 de retard », enfin tout un tas d'anecdotes dont je vous ferai grâce parce qu'on n'a pas le temps. En tout cas, je suis arrivée à parler d'efficacité énergétique, c'était prendre en compte 5 leviers. 5 leviers. Et c'est une approche holistique, donc qui est complexe parce que c'est peu habituel d'arriver, et pourtant on est à l'heure du digital qui favorise cette réflexion, mais c'est peu habituel d'arriver à aborder de façon simultanée un ensemble d'enjeux que pourtant on doit prendre en même temps. Et donc, c'est si cher à notre président, je ne fais pas du macronisme de base, mais c'est bien en même temps, c'est comme ça. Dans le nouveau monde, il y a beaucoup de en même temps. Et donc, ces 5 leviers, c'est quoi? Et je me place bien dans la peau de cet utilisateur. Premier levier, c'est que chacun d'entre nous avons la possibilité de pouvoir choisir un nouveau fournisseur d'énergie, ce que j'appelle énergie 0.0. Alors là, je ne suis pas dans de l'économie d'énergie, mais je suis dans de l'économie de facture. Quand on se penche, quand vous demandez aux gens, est-ce que vous savez combien vous payez? C'est toujours trop cher, mais peu de gens savent décrypter une facture d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a vécu pendant longtemps, en France notamment, sous monopole. Bien sûr, peu de gens encore savent, enfin, il y en a de plus en plus heureusement, mais quand même pas dans les meilleures façons possibles. Parfois, on voit des publicités en disant, mais voilà, vous êtes complètement idiot, vous n'avez pas changé de fournisseur. Mais on peut changer de fournisseur que depuis 2007 dans notre pays. Et les fournisseurs historiques, aujourd'hui, par exemple pour l'électricité, 75% des Français continuent à être clients d'EDF et pourtant, il y a plus de 30 ou 40 énergéticiens alternatifs qui vont à la fois proposer par région des packages, de l'électricité verte et il y a un nombre de noms incroyables avec des offres encore trop méconnues. Et en fait, le fait de se pencher sur la possibilité de changer de fournisseur, pour moi, c'est ce premier levier. Je sais combien je paye, je sais que je peux m'adresser à d'autres fournisseurs que ceux que j'avais habituellement et je comprends pourquoi. Et je décide d'ailleurs parfois, pourquoi pas, de payer plus cher. C'est le cas aujourd'hui des gens qui décident d'aller vers Enercop. Je ne dis pas que c'est la majorité, mais on peut tout à fait décider d'avoir de l'électricité verte et le cas échéant, sciemment, de la payer plus cher. Le deuxième levier, c'est la sobriété énergétique. En fait, j'appelle ça énergie 1.0 parce que quelque part, c'est tout ce que l'on peut faire, tous les comportements que l'on peut changer sans investir. Et évidemment, on est dans la droite ligne, et Raphaël connaît ça par cœur, du prix Nobel d'économie comportementale qui a été attribué à Richard Thaler, c'est ça, Raphaël, je ne me trompe pas, où on explique que quand on passe au niveau du consommateur, on n'est pas dans des comportements rationnels. D'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer à des gens qui me racontaient l'efficacité énergétique avec un smart énergie, que vous êtes dans un immeuble de bureau, ben c'est facile, vous avez des gens entre 8h et 20h, pas malades, entre 20 et 60 ans, donc un public assez homogène, avec des habitudes assez homogènes, vous allez aux toilettes, il y a des pauses, c'est des pauses techniques, vous n'avez pas des gens qui lisent leur BD ou je ne sais quoi, et donc du coup, vous arrivez à réguler tout ça. Les mêmes personnes dans leur maison, dans leur logement, tout change. On vous entend plus. Myriam, on ne vous entend plus. D'un des pays du Nord, j'oublie c'est la Suède ou la Finlande, mais qui dit, écoutez, si vous voulez faire des économies, vous passez de la douche au bain, et si vous chantiez des chansons, vous les chantez plutôt courtes. Et c'est une façon d'illustrer ce pouvoir que l'on a nous-mêmes, sans investir, de fermer le rideau, de fermer les volets, de réduire d'1 degré nos températures de chauffage, qui a à peu près un impact de 5 à 7% sur nos factures d'énergie, de couvrir nos casseroles lorsqu'on fait bouillir
pour économiser, de dégivrer notre réfrigérateur, que sais-je, il y en a 250, vous faire grâce de tout ça. Mais aussi, vous l'avez dit, d'aller acheter, non pas peut-être au supermarché des produits qui proviennent de l'autre bout de la planète, mais de faire des choix de produits locaux, cultivés localement. Et on a vu beaucoup ça, évidemment, pendant cette crise du Covid, avec de nouvelles habitudes qui se sont prises. Évidemment, pour autant qu'on fasse des efforts, malgré tout, quand on vit, et c'est le cas d'un logement sur 2 en France, dans des logements passoires énergétiques, eh bien, on doit faire des investissements. Je rappelle que dans notre pays, 15 millions de logements sont en surconsommation d'énergie dans des proportions extrêmement importantes. Et comment on sait ça? Bon, on le sait parce qu'en 2006, on a créé, et c'est vrai partout en Europe, même si les dates sont différentes, le diagnostic de performance énergétique où on découvrait subitement que si on vivait dans une maison classée A, eh ben, on allait dépenser moins de 50 kWh par mètre carré par an. Si on vit dans un logement classé G, qui est la pire des classes, ben, c'est plus de 450 kWh par mètre carré par an. Donc, il y a un rapport de 1 à 9 et on parle souvent du facteur 7, c'est-à-dire qu'il faut diviser par 7 les consommations d'énergie dans les logements qui, Raphaël l'a très bien dit, font à peu près un quart des consommations et plus de 20% des émissions de CO2, donc c'est extrêmement conséquent. Et je vous fais grâce des millions de mètres carrés en tertiaire où nous n'avons rien fait dans notre pays, ou pas grand-chose, en tout cas, enfin on a fait mais pas assez, et où on a du mal à trouver des informations, ce qui est quand même hallucinant parce qu'on demande toujours aux citoyennes de faire, mais il faudrait que l'État s'applique aussi un petit peu cette discipline et soit un peu plus exemplaire et puisse le partager son exemple. Donc, à un moment, on arrive dans cette logique d'investissement, énergie 2.0, mon troisième levier, et énergie 2.0, il faut arriver à convaincre des gens de faire des travaux de rénovation énergétique. Alors bon, moi je suis assez libérale, je pense qu'on a des gens intelligents, qu'on vit avec des personnes à qui il faut expliquer les choses, et quand on arrive à les sensibiliser, à leur expliquer, on arrive à les convaincre. Donc le seul point que je reprocherai dans les conclusions de la Convention citoyenne, je vais rencontrer la personne qui est un peu la porteuse de l'idée d'obligation de rénovation énergétique, c'est justement qu'on doit arriver à une notion d'obligation parce que ça revisite le rapport à la propriété, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout état de cause, je suis convaincue qu'il faut expliquer et convaincre les gens de faire des travaux. Sauf que, Raphaël l'a très bien dit, l'argent est un moyen, est évidemment un recours nécessaire, un moyen nécessaire, mais pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément d'aides pour la rénovation énergétique. Et ces aides-là, se cumulent. Donc, on a les certificats d'économie d'énergie, dont certains disent qu'ils sont récents, mais en fait, ça fait juste depuis 2006 qu'ils existent. Donc, il faudra me dire quand les choses arrêtent d'être récentes. Hein. En même temps, ça décélère le facteur temps. Donc, on a évidemment les primes, l'ancien CIDD qui a été converti en CITE, qui maintenant est en train de devenir ma prime rénov'. On envoie des publicités tous les jours. C'est dommage qu'on ait attendu autant, mais bon, jamais trop tard pour bien faire. On a Action Logement. Et puis, on a les prêts à taux zéro pour financer avec effectivement des répartitions entre les ménages modestes, les ménages qui ont les moyens de payer un reste à charge et qu'il faut quand même aider à financer puisque les effets de seuil sont quand même un peu violent aujourd'hui entre les gens qui sont des ayants droit finalement et ceux qui en ont, même si certaines aides comme l'isolation, aujourd'hui pour le moment concernent tout le monde indépendamment des niveaux de revenus, mais ce sont des choses qui sont révisées. Par contre, quand on a décidé de faire des travaux, quand on est convaincu qu'il faut faire des travaux, qu'on a compris ça, ce qui est quand même déjà un premier travail très important, parce que je vous rappelle que personne ne se lève le matin en disant « Ah tiens, si je faisais des travaux de rénovation énergétique dans ma maison, hein, eh bien, vont se poser des questions. Quels travaux je fais ? Par quoi je commence ? Puisque évidemment, on n'est pas sur le marché naturel, j'ai ma chaudière qui est cassée, donc je dois la remplacer. Donc là, est-ce que je fais ma chaudière, mon isolation ? À qui je m'adresse?
comment j'ai droit, je sais que j'ai droit à des aides, mais comment je les obtiens? À qui je m'adresse? Alors, les RGE, j'entends des gens qui fraudent. D'ailleurs, on n'entend que ça. On n'entend jamais les trains qui arrivent à l'heure. C'est bien connu. Donc, j'ai besoin de trouver le bon artisan et le bon professionnel. Et là, il y a quand même toujours beaucoup de réticence. C'est un vrai sujet. Quel matériel j'installe? Puisque certains matériels vont avoir des spécifications qui donnent droit à des aides et d'autres pas. Et tout ça, en fait, la difficulté d'expliquer tout cela est extrême. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le digital parce qu'évidemment, le digital permet de mettre en équation et de fabriquer des solutions pour les clients. Et aujourd'hui, on a une assez bonne expérience de tout cela puisque sur les 9 dernières années, nous avons accompagné 1 million de travaux en France. Et aujourd'hui, les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à faire repartir au même niveau que ce que l'on connaissait? Est-ce que la Convention citoyenne, en obligeant à faire ces travaux, va être un accélérateur ou pas? En tout cas, pour moi, je suis convaincue qu'il faut accélérer la demande et que tout ce qui consiste à obliger crée toujours des tensions. Mais bon, je ferme ma parenthèse puisque j'en suis à la définition, donc on pourra revenir dessus plus tard. Une fois qu'on a fait nos travaux, on arrive enfin au recours à la technologie. Je vous rappelle que moins de 10% des Français croient à la technologie pour la sobriété. Et les technologies, en fait, eh bien, c'est à nouveau, j'ai commencé par ça, tout ce qui commence par smart, c'est-à-dire on peut avoir des smart meters, donc le Linky, mais le Linky, malheureusement, dans notre pays, comme vous le savez, il y a eu un très bon webinaire là-dessus que vous avez organisé il y a quelques semaines, eh bien, c'est bien pour le fournisseur d'énergie, mais le client qui cherche à comprendre ses consommations et qui finalement aurait, vous avez parlé de vitesse, aurait besoin d'un compteur de vitesse pour savoir où il consomme et pourquoi, et ça aurait pu être Linky, mais c'est pas Linky puisque les interfaces aujourd'hui ne permettent pas d'avoir les informations suffisantes. Donc, il y a Google qui a racheté Nest. Nest a fait des solutions, le Nest Hub, d'ailleurs, toutes les solutions viennent de baisser ces derniers jours, en prix, je parle, et Nest propose des thermostats intelligents, mais enfin, le thermostat intelligent, la grande erreur, à mon avis, de Google a été de penser que le thermostat intelligent convaincrait les gens, certainement qu'ils pensaient très bête de faire des travaux. Moi, j'ai toujours fait le pari inverse. C'est pour ça que je pense que quand on a commencé à faire des travaux et qu'on veut optimiser ses consommations, là, on a recours à des smart technologies qui peuvent également être utilisées dans le levier énergie 4.0 qui est évidemment la possibilité très récente, vous en avez parlé également depuis 2017, de produire sa propre électricité et de la consommer. Et là, on comprend tout l'intérêt d'avoir une possibilité de mieux gérer ses consommations et donc de faire de l'effacement naturel, puisque si la nuit je dors, ben, je peux produire, mettre de l'électricité, la stocker dans ma voiture et donc avoir une voiture électrique. Et donc, on comprend avec cette approche énergie 0, 1, 2, 3, 4, 5.0 et pourquoi pas 5.0 avec la mobilité qui est finalement la continuité naturelle du logement, l'intérêt d'une réflexion transverse et l'intérêt de définir de façon aussi précise que j'essaye de le faire l'efficacité énergétique. Pas seulement pour l'utilisateur, mais bien sûr pour comprendre les marchés, puisque derrière l'ensemble de ces leviers, il y a des marchés qui sont latents et qu'il faut les réveiller. Quand aujourd'hui on parle des 15 millions de logements à rénover en France, en réalité c'est à peu près 40 à 50 millions d'actes de travaux, puisque évidemment poser des isolants par l'extérieur ou sous les toits ou des planchers ou des nouveaux émetteurs ou des nouvelles chaudières ou des régulateurs, tout ça, ce sont autant d'actes de travaux qui peuvent être groupés, qui ne sont pas faits par les mêmes professions. Énormément de mal quand j'entends des gens dire « Ah oui, il faut faire de la rénovation intégrale », je rigole parce que je pense qu'il devrait aller 5 minutes rencontrer les artisans. C'est extrêmement compliqué de faire travailler les artisans en même temps, sauf à faire de la rénovation mais générale d'une maison, mais on ne va pas changer son radiateur, sa chaudière, l'isolation parce que évidemment ça embarque d'autres travaux de peinture, etc. Donc je pense que si on est un peu réaliste, on est dans des approches de travaux étape par étape et en plus il y a énormément de difficultés quand on fait travailler plusieurs corps d'artisans à savoir où se situe une responsabilité, pour vous donner quelques exemples de freins. Et donc du coup,
l'idée est bien sûr de voir dans ces marchés latents la façon d'aller les aborder. Et donc, aujourd'hui, sur ces 50 millions d'actes de travaux, on parle en France d'un marché latent, donc à réveiller, puisque le marché naturel est très petit par rapport au marché potentiel. Marché naturel étant les travaux qui s'imposent parce qu'on n'a pas le choix, le toit a brûlé, ou on aménage ses combles, ou la chaudière est cassée. Mais là, je parle de travaux qu'on ne ferait pas naturellement. On a en France une proportion de chaudières au fioul qui est le double de la moyenne européenne. Aujourd'hui, tant qu'elle marche, on se dit, bon, on va l'utiliser. J'ai rien vu en termes de propositions claires, comme en Allemagne par exemple, pour changer et aider à changer des chaudières au fioul et les passer en pompe à chaleur ou en chaudière à haute performance à condensation qui devrait devenir ou devrait déjà être la norme. Et ce marché-là, et je fais vraiment une analyse à la grosse maille, c'est entre 600 à 1000 milliards d'euros. Si je pars au niveau européen, puisqu'on doit raisonner au niveau européen, puisqu'on est quand même au lendemain ou à la veille, comme vous voulez, de l'annonce d'un Green Deal par le nouveau commissaire en place, donc la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce Green Deal et a maintenu ses positions, puisqu'aujourd'hui elles sont assez bien partagées. On parle plus de 15 millions de logements rénovés, on parle de plus de 100. J'ai eu un échange super drôle avec quelqu'un de l'Union européenne parce qu'il me disait, mais non, moi je disais à 75-80 millions de logements à rénover. Il me disait, mais non, madame, pas du tout ça, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je dis? Il dit, non, non, c'est 100 millions. Je dis, écoutez, si vous voulez, 100 millions. Donc 300 millions de travaux, je vous laisse faire le calcul en euros. Et pourtant, ces marchés aujourd'hui, qui évidemment suppose aussi une réindustrialisation avec qui fabrique les chaudières, qui fabrique les pompes à chaleur. Je vous invite à regarder les top 3, je ne pense pas qu'on y trouve trop de noms français. Qui fabrique le matériel isolant? Alors, on a Saint-Gobain, certes. Qui fabrique les régulateurs, quand même pas mettre des Nest rachetés par Google partout. Et évidemment, là-dessus, les data, puisque les données permettent aussi de comparer. Et là, je parle que du marché résidentiel. Je ne vous parle pas des bâtiments publics, je ne vous parle pas du tertiaire, qui n'est pas du tout aidé. On est une des premières, ou on était une des premières destinations touristiques. Aujourd'hui, il y a zéro aide pour les hôtels, les chambres d'hôtes, que sais-je, qui doivent être absolument rénovées. Donc, c'est un marché juste pas millions, à milliards d'euros et qu'il est urgent de faire émerger. Donc, voilà, je suis désolée de cette longue intervention, mais je crois que s'il y avait quelqu'un de convaincu que l'efficacité énergétique, même si c'est difficile, parce qu'on a du mal à penser qu'on peut gagner de l'argent en dépensant moins, c'est un paradoxe, mais dans le nouveau monde, c'est un peu comme la physique quantique, on passe dans d'autres paradigmes, eh bien, c'est bien moi qui suis convaincue et qui vois dans ces initiatives de vrais marchés. Le problème étant aujourd'hui que ceux de l'ancien monde, ben, eux ont du mal à se projeter et évidemment renoncer à ce que l'on a pour aller vers ce qui peut être, ça fait toujours peur et c'est une des difficultés que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Myriam pour voilà, je cette termine là et je suis passionnante. évidemment à la question. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, vous avez normalement sur votre droite sur le panneau de configuration les questions des intervenants. Comme il nous reste une dizaine de minutes, je vais vous laisser choisir les questions auxquelles vous voulez répondre. Peut-être Monsieur Bourouman, il y avait des questions sur les incitations fiscales. Je sais, vous pouvez choisir comme vous voulez. Bah, déjà, si vous voulez, je peux commencer. Alors, attendez, j'ai vu la question 4 qui m'était adressée. La 2. Question 2. Il faut que je la lise ou est-ce que… Non, alors, c'est une question normalement, sur… tout le monde la voit. Ok, comment est-ce qu'on peut généraliser la finance verte? Donc, effectivement, la finance verte, ou plutôt, je dirais, la finance dépolluée, ça représente à peu près moins de 5% des obligations vertes, donc environ 200 milliards d'euros sur un total de 115 000 milliards d'euros. Et pour le généraliser, il faut bien comprendre le problème que pose déjà ce qu'on appelle le risque climatique aux institutions financières, déjà dans un premier temps, donc les banques, les assurances et les gestionnaires d'actifs. C'est comment leur portefeuille global peut être complètement dévalorisé par
le risque climatique. C'est-à-dire que le risque climatique, en fait, c'est un risque physique, mais c'est aussi un risque financier. Et ce risque, c'est un risque financier, c'est-à-dire un risque sur la stabilité financière. Et ce risque, il est sur les entités financières directes. Il peut être direct ou il peut être indirect via les entités financées. C'est-à-dire que si vous financez des entreprises, des États ou des ménages qui subissent un risque climatique physique ou un risque de transition, le risque de transition, c'est le fait qu'il y ait des nouvelles règles technologiques, économiques ou des nouveaux comportements qui fassent que vos actifs soient complètement dépréciés. Vous avez du charbon, demain il y a une nouvelle réglementation dessus, où il y a des comportements qui changent. Et donc, si on comprend que le risque climatique, c'est un risque financier, ça va amener les entreprises à fortement développer l'allocation de financement vers des infrastructures vertes. Et si en plus vous rajoutez une tarification carbone, vous rendez les investissements verts beaucoup plus rentables que les investissements polluants. Et donc, c'est comme ça qu'on pourra arriver à sortir la finance verte de cette marché de niche au niveau mondial. Et je pense que c'est assez bien parti, en tout cas pour la France, dans les prochaines années. Je vais répondre à deux questions. C'est la 8 sur finalement l'abandon du charbon et mon opinion sur le nucléaire. Je parle en présence d'une spécialiste qui est Corinne Lepage, et sur finalement la possibilité d'électricité verte, parce que je pense qu'effectivement c'est très lié. Aujourd'hui, on souligne à juste titre la faiblesse de la consommation, de la production d'électricité verte. Je vous rappelle qu'on est dans le pays, exception mondiale, où le nucléaire est le baobab qui cache la forêt, puisque quelque part, je crois que le débat, moi je veux le dépassionner, n'est même plus si on est pour ou contre le nucléaire, je ne veux même pas le mettre sur ce plan-là. Par contre, quand on dépend à 75% d'une énergie qui est le nucléaire pour produire son électricité, eh bien, par définition, avec une énergie qui est centralisée, qui malheureusement est loin d'être zéro défaut, à la limite, elle aurait zéro défaut. Moi, je suis la première à rêver de l'énergie idéale, mais elle n'existe pas pour le moment. Eh bien, évidemment, on fait entrave à la production de l'énergie par d'autres voies. Et en France, on est typiquement dans cette situation où on est très en retard par rapport au développement de l'énergie verte en général, enfin de l'électricité verte, la production d'électricité verte, parce que finalement le marqueur sur tous les points de vue, y compris légaux, tarifaires, permitting, et ce fameux nucléaire qui nous empêche clairement d'avoir plus d'espace pour les autres énergies. Donc moi, ça commence à m'énerver, cette histoire du pour ou du contre nucléaire. Je pense que si c'était l'énergie idéale, je vais prendre du bon sens paysan, montagnard, désolé, mais est-ce qu'on peut mettre tous nos œufs ou 75% de nos œufs dans le même panier quand aucun pays au monde n'a, puisque le nucléaire dans le monde c'est entre 10 et 15%, est-ce que c'est raisonnable? Je ne crois pas. Donc, à la fin, les deux enjeux sont liés. Est-ce qu'on arrivera à en sortir? On est encore loin du compte. Voilà pour les questions sur la sobriété énergétique. Donc, vous avez compris que je partage complètement l'idée que pour moi, l'écologie n'est pas une voie vers là où la décroissance ou la croissance. Je m'inscris en faux. Moi, je crois réellement à la possibilité d'une croissance verte. Je crois qu'on oublie d'expliquer des choses simples, en l'occurrence que le monde moderne est basé sur notre consommation d'énergie, sur l'énergie. On se parle, on se voit, on se déplace. On a 6 types de consommation d'énergie dans nos logements. L'homme préhistorique a découvert il y a bien longtemps que c'était meilleur cru que cuit, donc c'est la cuisson, c'est l'usage premier. Ensuite, ça a fait un grand pas dans l'histoire. Les Romains ont découvert le chauffage et l'eau chaude sanitaire. D'ailleurs, je vous rappelle que dans nos pays, le chauffage et l'eau chaude sanitaire, soit 2/3 de la consommation d'énergie. C'était le cas jusqu'à présent. Ensuite, un grand pas dans l'histoire, on passe de la bougie à l'éclairage, et donc vous en avez parlé aussi. Et puis, on arrive à la Merdenie et aux années 60, l'électroménager au sens large, domotique aujourd'hui si on veut.
Et sixième énergie, c'est les nouvelles technologies de l'information. Donc, on arrive encore à trouver des réfrigérateurs qu'on peut brancher au gaz, mais tous nos ordinateurs, téléphones portables, aujourd'hui, consomment énormément d'énergie et on est de plus en plus électrodépendant. Et moi, ce que je regrette, parce que je pense qu'il y a une question en ce sens, c'est qu'on fasse énormément d'efforts aujourd'hui pour réduire les consommations premières, donc chauffage et eau chaude, mais les consommations, on arrive à peine à compenser ce qu'on appelle les usages spécifiques qui sont liés à ces nouvelles technologies. Et là, je regrette que finalement, on n'oblige pas, comme on l'a fait avec les énergéticiens, qui quelque part financent les certificats d'économie d'énergie et donc financent les clients qui doivent aider à consommer moins, ce qui est quand même paradoxal. C'est un grand exemple pour nous tous. Je ne comprends pas qu'on n'oblige pas, par exemple, les gens qui vendent des téléviseurs, des téléphones, etc., à financer des moyens un peu plus, des moyens de réduire la consommation en veille, des prises branchées et qui n'alimentent pas un appareil. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis sur ces consommations qui finalement à nouveau absorbent les économies que l'on fait d'un côté. Il y a des pistes à creuser. Merci beaucoup. Raphaël Bourron, si vous voulez ajouter quelque chose? Oui, si j'ai une minute pour juste te dire, il y avait une question sur les masses financières. Donc, pour résumer, l'investissement dans la transition énergétique dans le monde est évalué à peu près à une année du PIB mondial. Or, le marché des obligations financières dans le monde représente 2 années de PIB mondial. Donc, on a largement de quoi financer l'investissement dans la transition énergétique si, au lieu de financer des énergies polluantes, on finançait des énergies vertes. Même quand vous regardez le marché du carbone en Europe, le prix du CO2 permet de substituer du gaz au charbon, mais ne rend pas plus rentable l'investissement dans les énergies renouvelables par rapport au gaz. Donc, on a bien un problème d'incitation pour orienter les investissements. Et donc, c'est ça qu'il faudrait faire pour pouvoir, avec des prêts verts, orienter massivement la structure du mix énergétique mondial et ne pas toucher à 3/4 des ressources fossiles qu'on a sous les pieds. Et il y avait une question sur la taxe carbone. Moi, je ne suis absolument pas favorable à une hausse de la fiscalité, mais à l'instauration d'une taxe carbone qui serait compensée par la baisse d'autres impôts. Et ça, c'est assez efficace quand vous regardez que l'ensemble des bus en Suède sont au biocarburant, qu'on a réduit de 80 000 tonnes les CO2 et de 70% les particules fines. Donc, il faut juste que ce ne soit pas une approche punitive et fiscale. C'est un outil qui doit être compensé par la baisse d'autres impôts pour les ménages, par des compensations financières et aussi pour les entreprises pour éviter qu'il y ait une atteinte à leur compétitivité. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est partisan de la fiscalité. Je crois qu'elle est à un niveau suffisant en France. C'est juste que c'est un outil qui permet d'orienter les comportements. Donc, c'est pour répondre à la question sur la taxe carbone. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Myriam Mastroni, merci à Raphaël Bourrouman. Madame Lepage, je vous redonne la parole. J'ai été non visible, mais très attentive pendant tout ce webinaire qui était absolument passionnant. Et du reste, nos auditeurs ont été passionnés puisque vous avez eu énormément de questions. On n'en a d'habitude pas autant que vous en avez eu aujourd'hui. Je pense que c'était très intéressant parce que vous nous avez donné une vision complètement transversale du sujet, c'est-à-dire à la fois économique, pratique et juridique. C'est très optimisant. Je dirais qu'en cette période où on réfléchit beaucoup d'abord à l'entrée en fanfare des questions écologiques dans la vie politique et dans la vie économique, et puis d'autre part à la manière de faire, je pense que vous avez été extrêmement éclairant et inspirant pour tous nos auditeurs sur ce que l'on peut faire concrètement, et je crois que c'est tout à fait optimisant. Donc, soyez-en remerciés au-delà de la qualité de vos interventions et des éléments très actuels, mais aussi très profonds que vous nous avez donnés. Je pense que vous aurez donné beaucoup d'idées aux uns et aux autres. Donc, un très grand merci. J'invite nos auditeurs à bien vouloir, nos participants à bien vouloir, s'ils l'acceptent, remplir le questionnaire de satisfaction pour nous permettre de nous améliorer. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le dernier webinaire avant les vacances qui sera organisé avec Romuald Ribot
sur la question de la sobriété virtuelle, qui est tout un programme et qui est un programme de plus en plus important. Voilà, merci à tous, très belle journée. Merci. Merci à tous, au revoir.